Oh, comment ça va mon petit poulet? Écoute, il y a plusieurs mois, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai sorti une vidéo sur Oris, notamment sur le calibre 400, le dernier mouvement manufacture et novateur de chez Oris. Alors j'ai eu quelques retours sur notamment la réserve de marche et également la précision, puisque la marque nous promet une dérive journalière de -3 plus 5 secondes. Donc là, c'est un peu mieux que le COSC. Et puis une réserve de marche quand même de 120 heures, soit 5 jours. Alors j'ai eu énormément de retours positifs, mais j'ai également eu quelques points négatifs. Alors j'en ai parlé, mais il manquait quand même quelques éléments de réponse. Alors, qui de mieux qu'Oris pour parler de son mouvement? Oris. Bonjour Vincent Coquet. Bonjour Julien. Bon, merci pour ton invitation. Merci à toi de me laisser ce droit de réponse. Oui, par rapport à la précédente vidéo qui était sortie donc au mois de mai pour ceux qui ne l'avaient pas vue, par rapport justement à un petit peu les retours que j'ai eus sur le calibre 400 notamment. Donc le calibre phare est nouveau, on va dire, depuis 3 ans, puisqu'en fait aujourd'hui c'est le bilan, on va dire, des 3 ans du calibre 400. Le bilan, ça voudrait dire que c'est fini. Donc non, on est en tout cas, on peut faire un point d'étape. Exactement, un point d'étape. Ce qui a été fait. Donc toi, tu es le directeur France Oris. Oui. D'accord, donc ici on est à 167 boulevard Saint-Germain. Tout à fait, Paris, dans une de nos 2 boutiques parisiennes. D'accord, l'autre elle est? Moi, dans le quartier de Montorgueil, 71 rue d'Argout, dans le 2e. Donc c'est la première boutique. C'est la première boutique. À Montorgueil, ici c'est la boutique qui a ouvert fin d'année 2021. Et donc j'invite tout le monde à venir visiter cette boutique, les deux même d'ailleurs. Pour boire un très bon café et puis découvrir nos dernières nouveautés, nos superbes calibre 400. Impeccable, on va pouvoir développer. On va développer tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai que dans la vidéo, j'avais parlé au départ parce que moi je suis un fan d'Oris depuis très très longtemps. Ma première montre automatique, c'était une Oris. Et j'ai vu l'évolution, en fait, on va dire, de la gamme. Alors moi j'ai parlé tarif, forcément, parce qu'il y a eu une évolution tarifaire de la marque. Il y a 10 ans, où on avait, on va dire, un positionnement de prix entre 600 € et 1000 €. On se retrouve déjà avec des montres qui sont proposées aux alentours des 2000 €. C'est ça. Alors moi, naïvement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a augmenté? Est-ce que c'est pas dû au R&D qui a été nécessaire? Parce qu'il a été quand même nécessaire d'avoir un beau R&D pour le développement de ce nouveau calibre. Moi, naïvement, je me suis dit, ils ont juste augmenté les tarifs pour pouvoir financer le calibre 400, et c'est peut-être un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça. Donc déjà, merci de me laisser répondre. On va remettre avec grand plaisir. Mettre l'église. Non, mais d'avoir un droit de réponse, c'était intéressant. C'est vrai que je suis tombé sur. On m'a fait voir ta vidéo, on m'a envoyé ta vidéo et je me suis permis de t'envoyer un message. On se connaissait pas, donc je t'ai envoyé un message sur Instagram, je crois. Oui, c'est ça. Pour savoir, je crois que tu avais été un peu surpris je me dis. Pourquoi? C'est la première fois qu'on me contacte. Voilà. Et je voulais apporter une réponse. Tes messages sont, ton questionnement est légitime. On va discuter du calibre 400 après et de son amélioration permanente, des évolutions qu'il y a eu depuis la sortie. Parce que je voulais pas laisser penser qu'en 3 ans on n'avait rien fait et qu'on n'avait jamais pris en compte les retours et les retours SAV. Et puis aussi sur la question du positionnement tarifaire ou de l'augmentation de prix. Donc à aucun moment l'augmentation de prix vient servir vient contribuer au développement d'un calibre 400 et donc les montres les moins chères payent les montres les plus chères. Ouais. Ça serait pas sympa pour les possesseurs de Sellita. Ça serait pas très cohérent. Ouais. Non, le positionnement de la marque, le positionnement prix a évolué sur, on va dire, sur les 7-8, 10 dernières années pour être un peu large. Effectivement, à l'époque, on était positionné, on va dire, sur des marques, pour parler de marques connues, entre Hamilton et Longines, on était légèrement au-dessus. Ça va parler aux gens, je pense. Ça parle. Moi, j'étais, à l'époque, je travaillais chez Hamilton, donc Oris était en frontal. Ouais. Et il y a eu une évolution, simplement, logique pour éviter de se faire manger par de marques très puissantes, en particulier un Tissot qui a fortement évolué, marque que je connais bien aussi, qui a un peu évolué, mais qui s'est repositionné sur un segment 600-1500 € aujourd'hui, qui fonctionne très très bien, qui est le leader de ce segment-là. Et en fait, très honnêtement, si on était resté nous sur ce positionnement,
bah, potentiellement on aurait disparu. Donc il y avait chez Oris, il y a aussi des personnes qui réfléchissent. C'est bien. Qui se sont dit on va se repositionner et quand on est une maison indépendante, parce qu'il faut quand même le remettre dans le contexte, Oris est une maison indépendante, c'est-à-dire qu'on n'appartient à aucun groupe. Vous êtes tout seul. On est tout seul, qu'on n'appartient à aucun financier. On n'a pas comment dire Bah, c'est pas un groupe. Quoi. Non, il n'y a pas de groupe et voilà. Il y a aujourd'hui notre président Ulrich Herzog est aussi l'actionnaire majoritaire, le propriétaire de la maison. C'était l'ancien directeur marketing qui a racheté la marque en 1984. Donc ça fait quelques années. En fait, voilà, c'est une maison plutôt familiale. C'est ça, c'est une grande famille. Indépendante, c'est une grande famille, mais c'est 200 employés, un peu plus de 200 employés dans le monde. Donc c'est une toute petite PME. On s'en rend pas compte, c'est bien de le repréciser. Voilà. Parce que ça c'est très important. Et aussi sur le calibre 400, c'est important de repréciser qu'on est une maison indépendante, qu'on est une petite maison qui a mis beaucoup d'argent sur la table pour développer un nouveau mouvement, partant d'une feuille blanche. On va y revenir un peu après. Et donc voilà, donc ça, on remet dans le contexte. Et donc, question évolution de tarifs, l'étude du marché démontrait qu'il fallait se repositionner sur un segment entre 2 et 5 000 euros pour pouvoir vivre le plus longtemps possible, pour pouvoir continuer à investir dans de belles innovations, à investir sur le produit et ne pas à la fin voler le consommateur. Bien Donc sûr. en fait, si les prix ont augmenté, c'est parce que la qualité de nos produits a fortement évolué aussi. On regarde aujourd'hui une montre classique de chez Oris, un Big Crown Pointer Date Cervo Volante, donc qui est la montre emblématique de la marque parce qu'au catalogue depuis les années 30, elle n'a jamais quitté le catalogue. Elle a fortement évolué. Celle-ci qui est devant nous est dernière version. La dernière version. Si on la compare avec une version d'il y a 11 ans, en fait, le cuir n'est pas du tout le même. Aujourd'hui, on est sur un cuir tanné végétal Cervo Volante, donc qui est une entreprise éthique qui est créée dans le canton de Bâle, à côté de chez nous, et donc qui utilise la peau de cerf sauvage, donc qui a disparu de sa belle mort, entre guillemets. On récupère cette peau plutôt que d'utiliser du cuir d'élevage. C'est du tanné végétal, donc on ne va pas utiliser de chrome pour tanner le cuir. Et puis c'est surtout que le cuir vient de chez nous. Oui. Dans le canton de Bâle, ça c'est très important aussi. On a bien recentré quoi. Il n'a pas fait des milliers de kilomètres, mais donc forcément ça a un coût. Si on prend la tête de montre maintenant, parce qu'une montre c'est aussi avant tout une tête de montre, le verre saphir avec l'anti-reflet double face, très bombé, ça a un coût important, mais aussi c'est ce qui va donner de la valeur esthétique à cette montre. Donc forcément à la fin, tout cumulé entre un mouvement aussi, là ici on est sur un mouvement Sellita d'un grade assez élevé, donc on est juste avant le chronomètre. Donc si on avait pris un Sellita chronomètre, on serait encore plus cher et en fait on n'en voit pas forcément le sens, l'utilité. Donc voilà, mais à la fin, cette montre, tout cumulé, et en plus avec l'évolution naturelle des tarifs ou des prix, de l'inflation, etc. Aujourd'hui, en fait, la proposition de valeur est excellente. Donc voilà, c'est pas bonne. Donc c'était pas une augmentation de prix pour dire on augmente les prix pour servir le R&D du calibre 400. Mais évidemment. Pour certains, on se repositionne. On se repositionne et en fait pour certains consommateurs, effectivement l'évolution de la marque a pu peut-être poser des questions ou peut-être les perdre en disant oui, mais avant quand je pouvais m'acheter une Tissot, je pouvais aussi acheter une Oris. C'est pas tout à fait vrai. Quand je pouvais m'acheter une Hamilton, je pouvais m'acheter une Oris. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas parce qu'Hamilton est resté sur son positionnement. Tout à fait. Donc voilà. Mais c'est avant tout une question de survie mais aussi de volonté d'apporter des produits encore mieux finis. Plus performants, etc. Donc grosse remise en question quand même, parce que là on s'est dit on doit réagir. On doit réagir et puis en fait il y avait la volonté naturelle d'un marché qui était demandeur de ça. Et donc voilà, donc ça c'est purement stratégique, mais ça nous a plutôt aidé aussi d'aller chercher une nouvelle clientèle, une clientèle plus jeune qui est plus regardante sur ces petits détails. Je te parlais de bracelets et de nos engagements, nos valeurs pour la préservation de l'environnement. Nous ça fait plus de 20 ans qu'on travaille à ça et pour travailler à tout ça, il faut aussi pouvoir investir mieux pour pouvoir améliorer nos produits, avoir des produits encore une fois plus durables. Bien sûr. Et voilà, donc déjà, la proposition de valeur est très bonne. Déjà, Oris ne propose que des montres mécaniques en plus. On ne propose que des montres mécaniques, donc remontage manuel ou automatique. Mais on ne propose pas de quartz et depuis le début des années 80, on n'en propose plus. Donc ça fait un bon moment que… Ça fait un long moment. Donc en fait, à la base, on fait des produits durables. D'accord. Ça, c'est la première réponse sur le prix. Exactement. On ne paye pas juste. En fait, on n'a pas juste rajouté des centaines d'euros derrière. Repositionner d'abord. Repositionnement de la marque, augmentation de la valeur, de la qualité, de la finition.
en parallèle, en fait, depuis Parallèle, les ouais. années, donc depuis 2014 et la présentation du premier mouvement, donc le calibre 110, pour fêter les 110 ans de la marque. Il faut savoir que jusque dans les années 70, Oris était une des maisons, peut-être la maison avec le plus de brevets, le plus de mouvements au catalogue. Donc la volonté de reproduire, enfin de relancer la machine pour créer nos propres mouvements, c'est une volonté très forte, ce qui amènera à la fin au calibre 400. Donc le premières itérations des mouvements maison, c'était les calibres 110, enfin le renouveau, avec 10 jours de réserve de marche, des mouvements très performants, mais aussi très haut de gamme. Pour le coup, on était sur un positionnement à 6 000 €. Donc 5-6 000, ouais, ça, je me rappelle. Donc il y a eu, là, clairement, il y a eu une espèce de choc. Oui, ouais, et puis petit à petit, il y avait la volonté, l'idée d'arriver au calibre 400. Donc en fait, il fallait quand même repositionner, avant d'arriver au calibre 400, donc, qui est un produit globalement à 1 000 € de plus qu'un mouvement Célita, il fallait repositionner toute la marque. Bien sûr. Donc en 2018, on change le logo, on change le slogan, on change vraiment, on essaie d'améliorer l'image, de se donner aussi un coup de jeune pour aller chercher une clientèle plus jeune. Et ça passait par ce repositionnement-là. D'accord. Donc après évolution, après le 110, donc le calibre 400. manuels, on arrive sur le calibre automatique, maison, manufacture. Ouais. Donc un mouvement avec beaucoup de promesses. Ouais. On est à 5 jours de réserve de marche, je me suis le dit dans ta vidéo. 5 jours de réserve de marche, 10 ans de garantie, une précision selon les normes du COSC à -3 plus 5. Donc, c'est ça, ouais. Et on fait un peu mieux que ce que propose le COSC. Un peu mieux en termes de précision et un tarif défiant toute concurrence. C'est pour ça qu'on appelle ça le nouveau standard. Voilà. Donc forcément, sur le papier, il y a eu de l'attente. Hein. Il y a de l'attente, on fait de la pub, on le sort ça donc, fin 2020, en plein Covid, encore une fois. Donc beaucoup de courage de la part d'une petite maison indépendante de sortir ça. Et puis en fait, effectivement, assez rapidement, c'est l'avantage aussi d'avoir nos propres boutiques pour accueillir nous-mêmes les consommateurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une incompréhension où, les consommateurs n'arrivaient pas en disant j'ai pas compris, ils disaient il y a un problème de réserve de marche sur la montre, la montre ne tient pas 5 jours. Et donc dans les premiers temps, ce qui se passe, c'est que nos détaillants aussi, partout en France, entendent les clients qui disent ma montre ne tient pas 5 jours. Ils prennent la montre, ils la mettent dans une boîte, ils la renvoient chez Oris en disant votre montre, elle fonctionne pas, elle n'est pas fiable. Le problème, c'est que nous, les montres arrivaient en Suisse, à Holstein, et, parce que tous les mouvements calibre 400 sont étudiés à Holstein. Et puis quand elle était mise sur une machine, elle tient les 5 jours de réserve de marche et elle est précise. Donc on a compris en fait, qu'il y avait plusieurs éléments. Un premier lié, on va dire, à l'éducation, entre guillemets, en fait, à expliquer correctement à nos détaillants, mais aussi à nos consommateurs finaux, que pour avoir 5 jours de réserve de marche, il y avait des étapes préalables importantes, parce qu'en fait, on n'est pas sur un mouvement 48 heures, donc un mouvement Célita classique ou état. C'est-à-dire que pour remonter, donc on va faire de la technique. Alors on se concentre. Je vais essayer d'être clair. Donc, avant tout, on a expliqué pendant des années qu'une montre mécanique automatique, avant de la mettre à l'heure, on la prenait, on la secouait un peu. Ça, c'est des choses qu'on entend chez les détaillants, qu'on entend partout. Une erreur. C'est une vraie erreur. En fait, une montre mécanique automatique, avant tout, on la remonte. Ça reste une base manuelle. On la remonte un peu pour engager le mouvement, pour recharger un peu, pour retendre le ressort qui permet qui, en se détendant, libère de l'énergie. On va rester assez simple. Donc sur un calibre 400, on la remonte au moins 1 minute. Ce qui est beaucoup plus que sur un mouvement classique. C'est long, 1 minute. 1 minute, c'est long. Compte, hein, mais... Donc c'est à peu près 100 tours. 100 tours dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui va permettre de remplir l'énergie nécessaire pour le premier barillet. Ce que tu expliques dans ta vidéo, c'est qu'il y a 2 barilles qui forment les oreilles du ours. Les oreilles de l'ours. Hein, donc dans chacun des barilles, il y a 2 jours et demi de réserve. Donc c'est 2 ressorts qui sont à la suite. Et donc le premier, quand il est rechargé, le second prend le relais. Donc on va faire 100 tours, ça va recharger un barillet. Ensuite, on met la montre, on la met à l'heure et on la met au poignet. À partir de là, il faut qu'il y ait au moins un mouvement tous les 2 minutes de la masse, donc la masse fasse une révolution. Donc un mouvement toutes les 2 minutes pour maintenir ces 2 jours et demi. Si on est à moins d'un mouvement toutes les 2 minutes, l'énergie se libère et l'autre barillet ne se recharge toujours pas. C'est important de le savoir. Donc on est à 2 jours et demi max pour l'instant. Pour l'instant, on n'a que 2 jours et demi. Ensuite, si on fait un mouvement toutes les minutes, on commence le rechargement du 2e barillet. D'accord ? Et là, au bout de 4 à 5 jours de portée, on va pouvoir avoir 5 jours de réserve de marche. On va pouvoir enlever sa montre, la poser et elle restera à l'heure pendant 5 jours.
C'est important de le savoir parce que la plupart de des consommateurs, des porteurs d'Oris ou d'autres maisons venaient nous voir en disant mais j'ai plein d'autres marques, des marques beaucoup plus prestigieuses que vous et j'ai pas besoin de la porter pendant une semaine pour qu'elle tienne 5 jours. Oui, certes, mais sauf que là, en fait, pour recharger un mouvement Sellita, il suffit d'à peu près 2 jours pour qu'elle tienne 2 jours. Voilà. Donc pour un mouvement calibre 400, il faut entre 4 et 5 jours pour qu'elle tienne 5 jours. C'est pas plus bête que ça. Mais en fait, on a compris qu'on l'expliquait mal. C'est ça. Donc, on refait les notices. On fait les notices en fait. Donc c'est une remise en question de notre part. C'est assez légitime. Mais aussi, on a compris que, en tout cas les ingénieurs en Suisse, ont tout à fait compris qu'il fallait peut-être aussi améliorer deux, trois choses à l'intérieur du mouvement. Donc sur la technique pure, il y avait un premier élément, c'est que l'aiguille, quand on la mettait à l'heure, il y avait un saut de l'aiguille des minutes qui pouvait arriver. Il y avait un youtubeur américain ou australien qui avait fait toute une vidéo pour expliquer ça en disant que c'était n'importe quoi. C'est des choses qui existent sur pas mal d'autres mouvements, mais en fait c'est simplement qu'on a voulu. Le but d'Oris c'était de simplifier au maximum le calibre pour qu'il soit le plus fiable possible. Moins il y a de pièces, moins il y a d'action mécanique, moins il y a de risque de casse. Ce qui est assez logique au départ, mais aussi à ce tarif-là, je pense que c'était assez logique qu'on puisse s'attendre à qu'il n'y ait pas ce saut de minutes qu'on peut retrouver sur notre maison. Et donc ça a été pris en compte. Et ça a été changé, donc on a rajouté en fait une petite pièce qui permet de désolidariser les aiguilles de la tige couronne quand on veut la remonter, tout simplement. D'accord, parce que c'était pas normal au final, c'est juste. Non, c'est pas du tout anormal. Question d'habitude, ils disaient c'est bizarre. Oui, en fait, mais c'était pas un problème de fiabilité ou un défaut de la montre, c'était juste une façon de conception de la montre. Donc on a changé ça, on a entendu, on a changé. On a aussi amélioré la masse oscillante, donc on l'a rendue plus lourde avec un système aussi pour accumuler, pour capter plus d'énergie que ce qui était le cas avant. Donc en fait, on a réussi à rendre cette masse, donner plus d'efficience, de 35%. 35%. Donc en fait, 35% d'énergie captée en plus, donc juste en changeant cette petite masse. Et puis après, d'autres éléments sur la réserve de marge. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dessine un mouvement sur le papier et que tous les tests sont faits par un ordinateur, on se dit ok, il est hyper fiable, tout va bien, qu'on teste la montre dans des machines, c'est génial, ça marche très bien. Et puis après, on la met sur le poignet de différentes personnes à travers le monde, dans différentes villes, avec des vies différentes, et là on se rend compte de la vérité des choses, ou de la réalité des choses. Retour terrain. Retour terrain, et en fait quand on se retrouve, aujourd'hui l'évolution ou l'explosion des déplacements à vélo dans des villes comme Paris où il y a des pavés partout, les micro-vibrations sur un mouvement extrêmement fait de plein de microscopiques pièces, forcément ça joue, ça bouge. On ne fait pas de vélo sur les pavés avec une montre mécanique, on oublie. Alors si, là justement pour que les gens puissent faire du vélo sur les pavés parisiens, là on a dû prendre en compte aussi ces éléments-là et on s'est rendu compte au retour des consommateurs qu'il y avait peut-être des pièces qui étaient bien conçues, mais trop fragiles par rapport à ces micro-vibrations, qu'en fait qui n'avaient pas pu être ces micro-vibrations ou ces petites fragilités n'avaient pas pu être prises en compte lors de tests chez nous, à Holstein, ou simplement de manière informatique. Oris, c'est adapté en fait au retour de terrain des Donc c'était ça, moi, le point de réponse, la volonté de réponse, c'était de dire non, sur les 3 dernières années, il y a eu énormément, je t'ai montré tout à l'heure, énormément de dessins techniques, de changements, et on a pris en compte tout ça, et on est en train d'évoluer énormément. On a fait évoluer le mouvement calibre 400. Aujourd'hui, on est sur déjà des versions qui sont beaucoup plus évoluées. Donc en fait, quand des consommateurs peuvent avoir des soucis sur leur module, il y a énormément de consommateurs qui n'en ont pas eu de problème. Ah oui, la majorité. Très bon retour aussi. Oui, oui. En fait, à plus de 90%, on n'a aucun problème. Aujourd'hui, le calibre 400 représente presque la moitié des ventes de la maison. Donc oui, on en vend énormément et on a finalement assez peu de retours. Encore, tu m'as dit que c'était encore plus fiable, enfin en tout cas, moins de retours que le Sellita standard. Alors, oui, mais à peu près. En fait, en tout cas, on est dans les bonnes normes. Après, le Sellita est un mouvement extrêmement fiable aujourd'hui. Mais c'est rassurant au point de comparaison de se dire voilà, notre mouvement est fiable. Tout à fait. Le mouvement globalement est fiable. Maintenant, il y a des points d'amélioration et on les prend en compte et surtout on les améliore. La volonté, le vœu pieux de Ulrich Herzog, notre président, c'est d'atteindre, et moi je m'éloigne de cette volonté parce que je pense que c'est trop ambitieux, mais d'atteindre le 0 retour sous garantie dans les 3 premières années de vie de la montre. Donc après, bien sûr, que le 0 retour, ça enlève toutes les défaillances personnelles. Bien sûr. Donc tu l'as fait tomber,
Bon, c'est voilà. pas de la garantie, etc. etc. Mais tous ces points-là, en fait, la volonté, c'est d'avoir un mouvement extrêmement fiable. Ça démontre au moins la volonté de la marque de proposer un truc ultra en fait, fiable. de ne pas s'arrêter là. C'est pas, on a fait un calibre 400, voilà, on le donne, et puis vous le prenez tel qu'il est. Il ne puis fait comme ça. qu'évoluer en fait. Non, il fera qu'évoluer, et puis on apportera encore d'autres modules, d'autres améliorations, et peut-être d'autres évolutions. Il y a eu le 401, le 400, Bien sûr, 403, 473, etc. Il y en aura certainement d'autres. Ouais. Mais la volonté, c'est toujours d'améliorer notre mouvement, de bien comprendre les retours terrain et de l'améliorer. Il y avait un autre élément, la précision. Donc c'est très technique, mais je vais essayer d'être le plus concis possible. Sur la précision, ce qu'on appelle la précision chronométrique, donc c'est une précision, en fait c'est une norme standard donnée par le COSC pour les montres qui sont dites chronomètres, donc à -4 plus 6 secondes par jour. Donc ça peut perdre -4 secondes, ça peut en gagner 6 sur 24 heures dans toutes les positions différentes. Le but du calcul de chronométrie, c'est qu'on prend un mouvement, ça c'est pour le COSC, on prend un mouvement, on le met dans une machine qui va tourner dans tous les sens et qui va calculer dans toutes les positions le gain et la perte de secondes, enfin de temps, du mouvement par jour. Donc à la fin, on fait la somme de tout et ça donne une précision globale. On essaye d'atteindre et en fait que les montres dites chronomètres soient dans la tolérance de -4 plus 6, donc à peu près 10 secondes par jour. Ça se fait sur deux segments de temps, à heure 0, donc quand le mouvement est chargé à 100%, ouais. et 48 heures plus tard. 48 heures plus tard, la précision n'est déjà plus la même, le mouvement est déjà un peu moins précis. Et ça, c'est normal. Ça, c'est sur toutes les montres. Toutes les montres. En fait, il y a une courbe qui augmente en fait, sur la précision et ensuite qui baisse, mais qui baisse beaucoup plus lentement et qui se stabilise jusqu'à la fin des 120 heures pour nous, 48 heures sur un mouvement classique. Et donc, en fait, on essaye de tendre à une précision globale sur toute cette durée, assez proche de -3 plus 5. Mais ça dépend encore une fois, enfin ça c'est sur le papier. Bien sûr. On fait la comparaison avec un véhicule, c'est la consommation moyenne donnée quand on lit sur la fiche technique d'une voiture, il y a en ville, sur autoroute et sur route normale. Bon, ça, pour atteindre cette consommation dite, donc validée par un organisme, etc., il faut respecter, en fait, il faut que tous les véhicules sont calculés dans les mêmes normes. C'est pareil pour une montre chronomètre. C'est pareil chez nous, pour Oris. Donc c'est selon les normes du COSC, mais avec 2-3 éléments en plus. Donc c'est plus drastique encore. Plus précis même, du coup à la fin. Les calculs sont différents parce qu'en fait on calcule la montre et non pas que le mouvement. Ça c'est la base de différence. Mais c'est une norme. Après, la montre arrive sur un poignet. Et chaque personne est différente et donc va avoir une vie différente. Et donc la précision va bouger. La montre que je porte tous les jours est globalement extrêmement précise. Oui. Si tu la portes pendant une semaine, potentiellement, elle va être déréglée, elle ne sera plus aussi précise. Mais parce que ça dépend, parce qu'on n'a pas les mêmes activités. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a aussi, et avant tout, des tolérances acceptables. Donc évidemment, une montre qui prend 2 minutes par jour, ce n'est pas acceptable pour Oris. Et donc on a dû travailler, on travaille là-dessus pour bien comprendre ce qui peut être, encore une fois, ce qui a pu jouer. La majorité du temps, c'était aussi une question de réserve de marche. Donc la montre n'est pas plus la montre, si la montre n'a pas la réserve de marche nécessaire, la précision ne va pas suivre, bien sûr, évidemment. Donc le premier problème, ou en tout cas, ce qui n'était pas vraiment un problème, mais en tout cas le premier point d'amélioration avec nos montres, amène forcément le second. Et donc sur le papier tout était parfait, mais en réalité on a dû améliorer les choses. Donc aujourd'hui on a travaillé aussi sur des éléments mécaniques, donc sur des pièces, retravailler ces pièces donc pour qu'elles acceptent mieux certains chocs, qu'elles absorbent ou alors qu'elles se déforment moins. Les pièces en elles-mêmes ont été modifiées oui, bien sûr. Au cours du développement. Le spiral par exemple, aujourd'hui il y a un traitement thermique qui se fait pour qu'il reste, en fait qu'il y ait une déformation proche de 0. Et donc ça permet en fait d'avoir une stabilité et une précision accrue. Donc voilà, donc l'amélioration est permanente sur le calibre 400. Et puis dans un sens, c'est aussi pour ça qu'on garantit 10 ans, c'est qu'on a confiance, qu'on a envie de continuer très loin d'aller très loin avec ce mouvement. Et voilà, donc faut pas avoir peur, c'est logique. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il est garanti 10 ans. Quoi qu'il en soit, il est garanti 10 ans. Il est donné pour révision tous les 10 ans. C'est comme si on roulait plus d'1,5 million de kilomètres avec sa voiture et qu'on faisait la première révision au bout de 10 ans. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Bref, donc on est très fiers de ce mouvement. On est
conscient que c'est un mouvement très performant, mais c'est aussi, on est conscient aussi il y a des axes d'amélioration, que forcément il va y avoir des failles à régler, des choses qu'on n'avait pas pu comprendre, pas voir, parce qu'en fait à un moment donné c'est sur le papier et la réalité des choses. Le retour terrain fait que ça s'améliore. L'important, et ça c'est un mot d'ordre chez Oris, c'est de prendre en compte les retours de nos consommateurs et de surtout pas rester sur notre petit nuage en disant oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, en fait, le consommateur, quand ils viennent, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a toujours plus d'exigences, etc., ce qui s'entend, même s'il ne faut pas oublier qu'on ne vend que des montres et qu'on est là pour vendre des objets de plaisir avant tout. On doit prendre en compte tous les retours et améliorer et s'améliorer en continuant et se remettre en question à chaque fois. Donc, voilà. On a augmenté, le positionnement de la marque a évolué vers des produits un peu plus onéreux, ça c'est une certitude. Plus haut de gamme. Plus haut de gamme. Des mouvements mécaniques qui sont aussi plus pointus. Et donc, plus c'est pointu, plus il peut y avoir de failles. Potentiellement. Voilà, et on peut faire le rapprochement entre des voitures, une Formule 1, voiture de rallye, etc. Une Formule 1. On ne demande pas la même chose. Voilà, on ne demande jamais la même chose. Donc c'est assez logique. Maintenant, il faut pas. Le principal, c'est de ne pas laisser le consommateur dans le noir et lui dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Non. C'est pas comme ça que. Et c'était ça, moi, le point de réponse que je voulais apporter, de dire attention, il y a ça plein fait 3 ans qu'on bosse. C'est ça, mais il y a plein d'éléments qu'on découvre, comme le rechargement d'une montre. C'est vrai qu'il dit c'est bon, l'aiguille bouge, je peux y aller. Non, et en fait, c'est comme ça. Bien sûr en italien, ça marche. En italien, oui. ça remonte direct. Tu sais, ça dépend aussi de la manière dont tu portes ta montre. Si tu la portes proche du poignet ou plutôt lâche. Donc, ça aussi, c'est vrai. Forcément, elle ne va pas se remonter de la même manière. Et donc, c'est tous ces éléments à prendre en compte. Et en tant que marque, en tant que fabricant de vraies horlogeries, on prend en compte ces éléments et on essaye de s'améliorer et d'améliorer le produit à la fin pour que le client soit gagnant. Écoute, en tout cas, là, je pense que c'était archi complet sur les retours vis-à-vis de la. Ça fait un peu trop complet sur la truc hyper technique, mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que très peu de marques vont communiquer sur comment ça fonctionne, comment on a travaillé, comment on arrive sur des axes d'amélioration. C'est pas souvent qu'on a en tout cas la possibilité de faire une vidéo. Non, alors je sais pas. Retour. Au final, je ne sais pas comment cette vidéo sera perçue. Peut-être qu'on va dire, il savait qu'il y avait des problèmes. Non, alors, on ne savait pas qu'il y avait des problèmes. On découvre potentiellement des dysfonctionnements sur le mouvement qui sont liés aux consommateurs, qui sont liés aussi à de la conception. Mais dans tous les cas, on prend en charge et on améliore. Ça, c'est vraiment la volonté. Personne n'est parfait. Ça se saurait. Ça se saurait, mais d'assumer pleinement notre volonté de positionnement de tarifs, d'apporter des mouvements innovants, etc. Je pense que c'est logique et c'est normal de dire où l'on va, ce que l'on fait, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on va améliorer. Par rapport au calibre 400, on est sur quelle gamme on touche la cuisse. Alors aujourd'hui, ça a démarré comme ça. La première montre en calibre 400, c'était une Aquis en 43,5 mm, donc qui était le modèle emblématique Oris, qui est le modèle le plus vendu au monde. Enfin, la famille Aquis est vraiment la plus grande famille. Aujourd'hui, il y a 2 grandes familles chez Oris. Oui. Les montres de plongée avec Aquis 65 et de l'autre côté ProPilot X et ProPilot et Big Crown Pointer Date. Donc c'est Big Crown ProPilot, les vrais noms, et Big Crown Pointer Date. Pointer Date, donc c'est la signature de la maison depuis 1938 au catalogue, qui a évolué avec la ProPilot X d'un côté et la ProPilot que tu portes qui est toujours au catalogue aujourd'hui. ProPilot X qui est disons une réponse à l'avenir, la volonté d'avoir une montre sportive et aussi sport chic, on va dire. Sport chic, ouais. Puis de l'autre côté, en fait, 65 Aquis. Aujourd'hui, le calibre 400 on peut le retrouver dans toutes les familles. Donc 65 Aquis, ProPilot X évidemment avec la Kermit. Bientôt une nouveauté. Une nouveauté qui va arriver, à suivre. Hein. On va suivre. Et aussi la ProPilot classique. Donc aujourd'hui, et Big Crown Pointer Date également, bien sûr, avec la 403, la 401, la Wings of Hope. D'accord, donc il y a de plus en plus de choix là. Il y a de plus en plus de choix. Là, en tout cas, le 400 se trouve dans toutes les familles. D'accord. Donc voilà. Après, la volonté sera toujours de conserver du Cellita et du 400. Il y aura toujours cette proposition-là. Ouais. Oui,
peu plus accessible. Parce que, d'une part d'avoir une accessibilité plus importante pour enfin, de toucher un plus grand nombre de clients, mais aussi en fait parce que certaines personnes se fichent de savoir, de connaître le mouvement à l'intérieur. Évidemment, nous on ne fait que du mécanique, ça c'est déjà la base. Mais en fait, que ce soit un Cellita ou un Calibre 400, potentiellement le client s'en fiche. Voilà, il a une montre qui lui plaît. Fonctionne. Et voilà, c'est tout. Donc avant tout, c'est un produit plaisir, on l'a dit. Il faut acheter selon ses goûts, selon ce qu'on a envie, la montre qui nous fait plaisir au moment venu, et puis point, quoi. Et surtout se faire plaisir. Et surtout se faire plaisir. Ça, l'horlogerie. Mais oui, c'est ça l'horlogerie. C'est surtout ça, faut pas l'oublier. Faut surtout pas l'oublier. Aujourd'hui, ça peut partir dans tous les sens sur l'horlogerie. Avant tout, c'était le feu Nicolas Hayek qui disait ça, si on veut l'heure, on a son mobile. Donc on n'a pas besoin d'une montre. Une montre, c'est avant tout pour donner du plaisir, raconter une histoire, d'être transmis potentiellement. Moi, cette montre, je l'ai achetée l'année de la naissance de ma fille et j'espère que le jour de ses 18 ans, je pourrai lui offrir. Voilà, c'était ça l'idée d'une montre aussi. C'est raconter une histoire et transmettre. C'est ça. Tout simplement. N'oublions jamais ça. Exactement. Merci Vincent en tout cas pour toutes ces belles précisions. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.